à 11 heures sur Public Sénat. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat. Dans 15 minutes, vous allez pouvoir suivre la séance des questions d'actualité au gouvernement. Parmi les thèmes qui seront abordés cet après-midi par les sénateurs, eh bien, il y aura la question de l'agroalimentaire en Bretagne. Vous le savez, après l'annonce de plusieurs plans sociaux ces derniers jours, c'est le sénateur UMP du Finistère, Philippe Paul, qui interpellera le Premier ministre et Guillaume Garot, le ministre chargé de l'agroalimentaire au gouvernement. Parmi les autres thèmes abordés cet après-midi au Sénat, il y aura une question de politique étrangère sur l'Iran. C'est Nathalie Goulet qui posera cette question à Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Et puis des questions autour de, par exemple, l'affaire Babylou et l'Observatoire de la laïcité, alors que la Cour d'appel de Paris doit rendre aujourd'hui une décision importante. Une question aussi de Yves Daudigny, le sénateur socialiste, sur la dépendance. Et c'est Michèle Delaunay, la ministre chargée des personnes âgées, qui lui répondra. Michèle Delaunay qui est avec nous en direct sur ce plateau. Bonjour. Je vous laisse prendre votre micro. Merci d'être avec nous. Le Premier ministre l'a annoncé lundi. Il y aura donc une réforme de la dépendance qui va être déposée et portée au printemps prochain. À quand exactement une discussion au Parlement et l'application donc de cette réforme? Alors tout d'abord, ce n'est pas seulement une réforme de la dépendance, c'est une loi ambitieuse qui couvrira tout le champ de l'avancée en âge et nous préférons l'appeler une loi autonomie parce que l'autonomie c'est moins péjoratif que dépendance. Exactement, et il faut savoir que la perte d'autonomie, nous y pouvons quelque chose. Donc une loi en 3 volets, anticipation et prévention. Ça sera le premier volet donc voilà. Pour le printemps 2014, c'est ça? Le moteur de la loi, un deuxième, adaptation, et un troisième, accompagnement de la perte d'autonomie. Cette loi sera prête, comme vous l'avez dit, à la fin de l'année, votée, je l'espère, avant l'été prochain. Avant, il y a une longue étape de concertation, car il va s'agir d'une loi d'orientation et de programmation, c'est-à-dire une loi qui va présenter toute la politique de l'âge du gouvernement et cela suppose un délai supplémentaire. Donc cette inscription au calendrier parlementaire au printemps 2014, en tout cas avant l'été 2014, ça c'est un engagement ferme du gouvernement, vous pouvez nous le dire aujourd'hui? Ce qui est un engagement ferme, c'est l'ouverture dès novembre de la concertation, le passage en Conseil des ministres vers avril. Et ensuite, vous savez, on dépend du calendrier parlementaire. Très chargé, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est cela. Mais nous espérons que cela puisse être au moins amorcé avant l'été. Et les mesures prendront effet au dernier délai pour le 1er janvier 2015. Application au 1er janvier 2015. Alors Michèle Delaunay, mais avec quels moyens financiers? C'est ça le nerf de la guerre. Alors tout à fait clairement, le président de la République l'avait dit déjà il y a presque un an à Lille, cette loi montera en charge en 2 paliers successifs. Premier palier, celui qui viendra au 1er janvier 2015 pour son application, qui comportera l'anticipation, prévention, l'adaptation et troisièmement, le domicile, qui est au cœur des préoccupations des Français. Les Français sont 100% à vouloir vieillir chez eux et autonomes. Donc toutes les mesures du domicile, comme la réforme de l'APA à domicile, c'est-à-dire des aides publiques et l'amélioration de ces aides, prendront effet dès janvier 2015. Et l'essentiel des mesures concernant les maisons de retraite viendront à prendre effet en deuxième moitié. Un peu grogner les responsables de maisons de retraite. Mais je vous posais la question des moyens financiers. Voilà, mais c'était pour répondre à cela. La première partie rentrera dans l'enveloppe de la CASA, cette cotisation additionnelle de solidarité. Qui est déjà ponctionnée aujourd'hui pour combler le trou de la Sécu. Voilà. Alors mais les professionnels au 1er janvier 2015, elle sera bien. Ceci est maintenant inscrit dans le marbre.
elle sera bien au service de l'autonomie des Attention, vous âgés. dites inscrit dans le marbre, vous avez des garanties? Parce Absolue. que cette taxe, La la CASA, parole- pour l'instant, la les parole 2 du- dernières années, elle a servi plutôt à combler le trou de la Sécu, Alors, il aux n'a grandes dames des échappé- professionnels de la Il n'a dépendance. échappé à aucun de ceux qui nous entendent que notre gouvernement a un objectif de redressement des comptes et je crois que chacun doit le porter, et en particulier chacun de nos ministères. Mais remarquons que 18 mois après que nous soyons arrivés aux affaires, cette loi est inscrite dans le marbre, dans son agenda, dans son caractère complet et troisièmement, dans sa prise d'effet. Alors, est-ce que cette taxe dont nous parlions à l'instant, la CASA, va suffire? Il y a eu plusieurs élus de Premier votre... volet, oui. Oui. Mais il y a eu plusieurs élus de votre majorité qui ont proposé d'autres sources de financement. Est-ce que vous êtes pour des taxes, par exemple, sur les boissons énergisantes, sur l'huile de palme, etc. À chaque année, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a ce genre de taxes qui fleurissent via des amendements. Est-ce que, justement, pour financer cette autonomie progressive des personnes âgées, Alors, vous avez besoin de cette manne financière? pour le premier volet, nous avons déjà fait des propositions très concrètes. Nous pouvons tenir dans la largeur, si j'ose dire, de la CASA, 645 millions. Le deuxième volet, le volet qui concernera en particulier l'accueil des âgés en établissement, sera son équilibre financier sera discuté à l'occasion de la refondation du financement de la protection sociale qui est prévue pour fin 2014. Est-ce qu'il faudra trouver des pistes de financement un petit peu innovantes, par exemple un système hybride entre le public et le privé? Écoutez, non, nous avons très clairement... Vous avez fermé la porte au très financement privé? et écarté la possibilité d'un recours obligatoire au financement privé. Chacun peut s'assurer pour ce qu'il veut. Mais par contre, il paraît très important, comme c'est une dépense importante, un engagement important, de l'inclure, et d'ailleurs c'est déjà prévu, dans la discussion autour de la refondation de toute notre protection sociale. Est-ce qu'il faudra une assurance universelle obligatoire pour tous, qui ne soit pas une assurance privée, mais publique? Très clairement, tout cela sera discuté. Le Haut Conseil de la protection sociale est déjà saisi et c'est à ce moment-là que nous statuerons. Madame Delaunay, quelques questions de politique maintenant un peu plus générale, et notamment l'affaire de la petite Leonarda. Est-ce que la politique menée par Manuel Valls en matière d'immigration est la politique de François Hollande? Écoutez, là, demandez-leur à chacun des deux. En ce qui concerne Leonarda, je le reconnais, un moment émotionnel fort, puisqu'il apparaît que cet enfant a été... on est venu la chercher dans un moment périscolaire, ce qui n'est pas une habitude et qui est choquant. Qu'a fait le Premier ministre? Il a aussitôt diligenté une enquête administrative pour savoir qui, comment cette décision a été prise, et lui-même a dit que si une erreur avait été faite, cet enfant retrouverait son école. Donc, moi, je ne crois pas que Manuel Valls soit derrière chaque décision. Soyons honnêtes entre nous, et mais comment les vous Français expliquez le le fait qu'il comprennent. fasse l'objet d'autant d'attaques? Écoutez, parce qu'il a un ministère très sensible, bien évidemment. Et il a autant d'attaques qu'il a de supporters. Est-ce que c'est une façon aussi de remettre en cause indirectement la politique menée par François Hollande en matière d'immigration? Écoutez, je ne l'entends pas comme ça, mais je voudrais revenir à l'affaire elle-même. De l'émotion, c'est vrai. Trop d'émotion? Je comprends l'émotion parce que de tout temps, le milieu scolaire, les horaires scolaires sont un peu sacralisés. Et c'est une très bonne chose. Comme c'est en fait une longue tradition. Vous savez, autrefois, on se réfugiait dans les universités car c'était un lieu de protection. Donc il faut garder ce principe, ne serait-ce que pour la dignité de l'enfant, et je crois que la bonne réaction, c'est de savoir qui, comment
s'est développée cette expulsion singulière, ce cas particulier. Oui, beaucoup d'émotions, vous l'avez dit. Est-ce que certains, du coup, ont peut-être un peu perdu leur nerf dans leur déclaration en parlant notamment de rafle? Écoutez, ça c'est un mot, en effet, que je n'utiliserai jamais. Je pense Ça que... fait un peu de Manuel Valls un collabo. Voilà, en mais utilisant c'est ce mot-là. toutes les références Mm. au drame affreux, enfin le mot est encore très insuffisant, de la Shoah, est disproportionné, irrationnel et de ce fait coupable. Les lycéens sont descendus dans la rue aujourd'hui pour soutenir Leonarda. Est-ce que vous sentez, vous, que notre société est un peu inflammable et finalement, il y a tellement d'émotions, de nervosité, de colère dans l'air que cette affaire pourrait faire partir un espèce de grand mouvement de colère comme ça? Alors j'espère que non, car elle est inflammable, mais les combustions sont souvent des moments de colère, comme vous l'avez dit très justement. Vous voyez des petites explosions. Mais soyons très vigilants, les Français souffrent en ce moment et ils sont donc sensibles, ils ont la peau et les nerfs un peu à vif. Et vous voyez cela, il faut le comprendre, on ne traverse pas un moment de difficulté en étant indemne. Que devrait faire le gouvernement pour essayer de calmer un petit peu Eh bien, je jeu crois autour de de ça. retrouver la confiance des Français. D'abord, savoir leur parler de l'effort. Moi, j'accompagne, je l'espère du moins, en allant sur le terrain, cet effort que font actuellement les Français. Et deuxièmement, leur présenter des résultats qui leur montrent que notre gouvernement est capable de remettre le pays sur de bons rails. Merci beaucoup Michel Merci Delaunay à d'avoir vous. répondu en direct à nos questions. Je vais vous laisser rejoindre tout de suite l'hémicycle parce que la sonnerie vient de retentir. Les questions d'actualité au gouvernement vont commencer et vous répondez à une question tout à l'heure dans l'hémicycle. On va vous écouter. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à Donc, vous. dans un instant, les questions d'actualité au gouvernement en direct du Sénat. Je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs thèmes abordés, notamment une question sur l'Iran. La politique étrangère, c'est Laurent Fabius qui répondra à Nathalie Goulet. Mais surtout une question sur les plans sociaux qui se sont succédés ces dernières semaines dans le secteur de l'agroalimentaire en Bretagne. C'est le sénateur UMP Philippe Paul, sénateur du Finistère, qui va interpeller le gouvernement sur ce point. Philippe Paul qui sera ensuite sur notre plateau pour aborder ce sujet tout à l'heure. Ce sera à partir de 16h. Parmi les autres thèmes abordés, eh bien, la question de Baby Lou, de la laïcité dans le secteur de la petite enfance. C'est la sénatrice radicale Françoise Laborde qui a beaucoup travaillé sur cette question qui va interpeller le gouvernement alors que la Cour d'appel de Paris doit prendre aujourd'hui une position, casser ou non l'arrêt de la Cour de cassation sur cette histoire de laïcité. Et là, c'est Alain Vidalies, le ministre chargé des relations avec le Parlement, qui répondra à Françoise Laborde. Yves Daudigny interpellera Michel Delaunay qui était à l'instant avec nous sur le plateau sur la question de l'autonomie et du plan du gouvernement annoncé cette semaine. Deux autres questions de politique étrangère, celle de Jacques Legendre autour de la situation en Centrafrique et puis celle de la sénatrice écologiste Madame Angot Ella sur Lampedusa, sur l'immigration sur cette petite île au large de la Sicile. Et là encore, pour ces deux questions, ce sera Laurent Fabius, le ministre chargé des Affaires étrangères, qui répondra aux sénateurs. Voilà, des questions d'actualité qui devraient démarrer d'une minute à l'autre. On attend le président de séance. Les sénateurs vont se diriger, sont en train de se diriger tout doucement vers l'hémicycle. On attend aussi les derniers membres du gouvernement sur les bancs qui leur sont réservés dans l'hémicycle. On attend surtout Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Je ne l'ai pas vu sur les images, peut-être que vous l'avez aperçu, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit arrivé encore dans l'hémicycle du Sénat. C'est peut-être pour ça que la séance ne démarre pas tout à fait.
Voilà. D'autres questions encore que je ne vous ai pas données cet après-midi aussi au Sénat. Eh bien, une question de Eliane Assassi, la présidente du groupe communiste ici au Sénat. Eh bien, elle interpelle le gouvernement sur la politique économique et sur l'emploi. Et là, c'est Pierre Moscovici, le ministre des Finances, qui est présent cet après-midi au Sénat, qui lui répondra en direct. Une question de la socialiste Patricia Schlinger sur l'industrie. Arnaud Montebourg est présent cet après-midi et c'est lui qui répondra à la sénatrice socialiste. On vient de le voir, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, qui vient de faire son entrée dans l'hémicycle. Voilà, pour parler donc de ces questions agricoles, puisqu'il y a deux questions autour de l'agriculture cet après-midi. Les plans dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, pardon, en Bretagne, et puis également une question du sénateur UMP Jean Bizet sur la politique agricole commune. Et là, c'est le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui répondra. Voilà, Laurent Fabius, qui arrive également juste derrière moi. Je vous rappelle qu'il répondra, lui, à 3 questions sur l'Iran, sur Lampedusa et puis sur la situation en Centrafrique. Des questions d'actualité qui vont certainement démarrer dans quelques instants. Ça traîne, je ne sais pas pourquoi. On ne me donne pas d'informations ici sur le plateau, mais la séance va certainement bientôt démarrer. Je n'arrive pas à voir d'où je suis si l'hémicycle est plein sur le banc du gouvernement. Si le président de séance est arrivé dans l'hémicycle du Sénat, voilà, ça y est, la séance commence. Ouf, je vous laisse suivre en direct ces questions d'actualité au gouvernement. On se retrouve ici à 16h avec nos invités. À tout à l'heure. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que la ou le ministre pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est à monsieur Philippe Paul pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre Garot. Monsieur le ministre, vendredi, le tribunal de commerce de Rennes a validé le plan de continuation de l'activité de la société GAD, actant du même coup la fermeture de l'abattoir de Lampol-Guimillot et la disparition de 889 emplois. Le lendemain, la presse locale évoquait la possible, sinon probable, suppression de 80 emplois par la société Jean Cabi, toujours à Lampol-Guimillot. En un très court laps de temps, ce sont près de 1000 emplois qui sont ainsi supprimés dans cette commune de 2000 habitants, plongeant de très nombreuses familles et toute une population dans une profonde détresse. Après la suppression de 1000 emplois chez Doux, puis de 400 chez Marine Harvest, l'hécatombe se poursuit dans l'agroalimentaire finistérien. Monsieur le ministre, hier, à l'issue de la réunion d'urgence qui s'est tenue à Matignon, des mesures de soutien ont été confirmées aux salariés de la société GAD à travers le contrat de sécurisation professionnelle. Des salariés qui n'ont jamais ménagé leurs efforts pour faire vivre une entreprise dont ils étaient fiers et dont l'actionnaire principal, la SECAB, les laisse aujourd'hui brutalement au bord du chemin. Cette nécessaire solidarité ne doit pas en rester là. Au-delà de l'accompagnement des salariés privés d'emploi dans le cadre de cette tragédie industrielle, il en va de l'avenir de tout un territoire. Je m'associe à ce sujet à la demande du président du Conseil régional de Bretagne de moratoire de l'écotaxe. S'il est maintenu, ce nouvel impôt ne conduira qu'à affaiblir encore un peu plus l'économie d'une région excentrée, déjà pénalisée géographiquement. La sagesse et la raison commandent de réserver une suite favorable à cette demande de moratoire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. L'égalité des territoires ne doit pas être une vaine formule. Il est de la responsabilité de l'État de mettre tout en œuvre pour soutenir la Bretagne et sa pointe occidentale, pour les accompagner dans l'épreuve qu'elle traverse. Aussi, en complément des mesures annoncées hier, prévoyez-vous la mise en place sur les bassins d'emploi sévèrement touchés, comme celui du pays de Landivisiau, de contrats de sites mobilisant État, collectivités territoriales, chambres consulaires, à même de contribuer à les adapter, à les revitaliser et à redonner enfin l'espoir en l'avenir. Plus précisément, pouvez-vous nous détailler la forme de l'engagement de l'État auprès de la communauté de communes du pays de Landivisiau qui vient de demander à la SECAB la cession de la propriété du site de Lampol-Guimillot, et ce, afin de favoriser l'arrivée d'un repreneur et la relance de l'outil. Je vous remercie. Merci, monsieur Philippe Paul. La parole est à monsieur Guillaume Garot, ministre chargé de l'agroalimentaire. Merci, monsieur le Président. Monsieur le sénateur, vous avez
raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Bretagne, en tout cas certaines filières et surtout certains territoires de cette région Bretagne traversent une période extrêmement difficile et douloureuse, en particulier pour les salariés des entreprises comme GAD, qui sont aujourd'hui sur le carreau à Lampol-Guimillot. Alors, il est de notre responsabilité, à nous, gouvernants, de pouvoir apporter des réponses qui soient concrètes, mais des réponses qui soient aussi durables. Et c'est le sens du pacte d'avenir pour la Bretagne qu'a présenté hier le Premier ministre. Ce pacte, il sera mis en œuvre sans tarder. Il sera finalisé avant la fin de l'année, au terme d'une mobilisation que nous voulons très large en Bretagne, avec l'ensemble des forces vives de la région. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que répondre à l'urgence, d'abord? Ça veut dire accompagner les salariés qui sont licenciés dans les entreprises que vous avez évoquées. Je pense à GAD en particulier. Ça veut dire ce contrat de sécurisation professionnelle qui fait bénéficier à chaque salarié qui en ferait la demande, évidemment, d'un maintien quasiment à 100% du salaire net pendant 1 an. Et durant cette période d'1 an, un vrai accompagnement pour la formation, pour la reconversion, en même temps qu'une aide tout à fait directe pour la recherche d'emploi. Ça, c'est la première chose. Et c'est une façon tout à fait tangible de marquer la solidarité de l'État. Mais il faut aller plus loin. Et nous nous sommes d'ores et déjà employés, avec Stéphane Le Foll en particulier, à mobiliser les entreprises du bassin large autour de Lampol, et en particulier les entreprises du bassin du secteur alimentaire, pour voir quelles sont les possibilités d'accueil, donc les possibilités de reclassement dans ces entreprises pour les salariés qui sont aujourd'hui licenciés à Lampol. Voilà comment la solidarité concrète peut aujourd'hui s'organiser. Et puis, il faut préparer l'avenir. Et il y a une première mesure qu'a annoncée aussi ici le Premier ministre, avec la mise à disposition, en tout cas une cession favorisée pour la communauté de communes du site de GAD à Lampol grâce à l'établissement public foncier régional. C'est comme ça que nous allons avancer. Et puis au-delà de ça, et je terminerai par là, il nous faut préparer l'avenir, ça veut dire activer les outils que sont la Banque publique d'investissement, le programme investissement d'avenir, pour permettre qu'on appuie l'investissement, l'innovation, l'exportation des entreprises alimentaires en Bretagne. Il y a un magnifique potentiel et nous croyons tous ici à l'avenir de la Bretagne à travers ce grand secteur économique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Nathalie Goulet, pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. L'élection du président Rouhani semble ouvrir une nouvelle page dans les relations entre l'Iran et la communauté internationale. Le discours à l'ONU suivi d'entretiens au plus haut niveau, la fin du négationnisme, l'annulation de la journée antisioniste sont autant de signes encourageants d'une volonté de l'Iran de revenir sur la scène internationale. Les négociations sur le nucléaire qui se sont tenues à Genève ces derniers jours semblent elles aussi en progrès, l'Iran ayant accepté officiellement les visites inopinées sur les sites, même s'il semble que rien n'ait encore été transcrit dans les écrits, le dialogue semble plus constructif. Je rentre d'Iran et je peux, sans naïveté et en toute lucidité, vous dire que les Iraniens attendent beaucoup de leur nouveau président, qui est soumis à des pressions importantes de factions extrémistes. Et je vous confirme aussi au passage le retour en force des entreprises américaines. L'image de l'Iran s'est tellement dégradée de son fait que l'on comprend aisément la prudence et la méfiance de la communauté internationale. D'ailleurs, j'ai utilisé à dessein le mot « semble » régulièrement, d'une façon à ne pas procéder par affirmation, la situation étant à l'évidence délicate. Chacun connaît, Monsieur le Ministre, vos réserves sur ce pays. Néanmoins, et c'est ma question, quelle position le gouvernement entend-il prendre face à cette nouvelle donne et à l'ouverture amorcée du président Rouhani, si importante pour la stabilité de toute la région? Merci, Madame Nathalie Goulet.
La parole est à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Madame, il y a depuis l'élection du président Rouhani en Iran un changement de ton incontestable. Nous attendons que ce changement de ton se traduise par un changement de fond. Il s'est tenu hier et avant-hier des réunions intéressantes à Genève. Les problèmes ont été abordés sur le fond des affaires nucléaires. Tout a été discuté. Il y aura une nouvelle réunion le 7 et le 8 novembre. Il est trop tôt pour en tirer des conclusions. D'autant que ce que nous avons connu de la part de l'Iran depuis quelques années, le guide étant resté le même, nous incite à ce que j'appellerais une ouverture prudente. Et je vous ai bien entendu, Madame, chacun comprendra ce que je veux dire, il ne faudrait pas que des initiatives individuelles puissent contredire ce qui est la position générale de la France. Cela étant dit, nous suivons cela avec beaucoup d'attention. La France est une puissance de paix, mais en même temps, la France est une puissance qui a une longue expérience et qui ne confond pas l'apparence avec la réalité. Voilà. Croyez que dans le dialogue qui s'est installé entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne et de l'autre côté l'Iran, la France tiendra totalement son rôle. Je rappelle à cet égard que le président de la République française est le premier chef d'un grand État à avoir, pour ce qui concerne les partenaires occidentaux, à avoir rencontré le président Rouhani. Moi-même, j'ai eu différents contacts avec le ministre des Affaires étrangères. Et, Madame la sénatrice, je vous confirme que le gouvernement français défendra sur ce point les intérêts de la France, de la communauté internationale et de la paix. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Louis Carrère pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse également à Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Pardon de vous questionner aussi souvent, Monsieur le Ministre. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées suit avec attention, comme vous le savez, l'évolution de la présence de la France en Afrique. Nous avons par ailleurs constitué un groupe de travail sur ce thème qui devrait rendre prochainement ses travaux en vue de contribuer à la préparation du sommet de l'Élysée de décembre. Or, Monsieur le Ministre, vous revenez d'Afrique du Sud à l'occasion de la visite présidentielle. Pouvez-vous nous dresser un bilan de cette visite d'État dans ce pays qui est un acteur majeur du continent africain? Les objectifs de cette visite étaient un renouvellement de notre partenariat politique, qui porte notamment sur la gestion des crises en Afrique. Je pense évidemment au Mali, à Madagascar, mais surtout à la situation en Centrafrique. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quel bilan dressez-vous de cette visite? Et en même temps, que pouvez-vous nous dire sur la position de la France par rapport au Centrafrique? Merci, Monsieur Jean-Louis Carrère. La parole est à Monsieur Laurent Fabius. Monsieur le Président, je réponds toujours avec beaucoup de plaisir et d'intérêt aux questions posées par l'ensemble des sénateurs et aux vôtres en particulier. Il y a deux aspects dans votre question, mais je ne répondrai qu'au premier. J'espère que vous m'en excuserez, car il y a une autre question sur la Centrafrique. Sur l'Afrique du Sud, le président de la République a effectué une visite d'État. Je résumerai en disant que le sentiment, c'est que c'est une visite très réussie. L'Afrique du Sud est un pays extrêmement important en lui-même, plus de 50 millions d'habitants, et compte tenu de la position que ce pays occupe au sein de l'ensemble du continent africain et au sein de la communauté mondiale. Il ne faut pas oublier que dans l'expression BRICS, le S de BRICS, c'est la Sud-Afrique, l'Afrique du Sud. Nous avons abordé tous les sujets. Sur le plan du partenariat politique, il y a un partenariat stratégique qui correspond tout à fait aux attentes de l'Afrique du Sud et aux nôtres. Et je peux dire qu'il a été puissamment renouvelé à l'occasion de cette visite où le président Zuma
a montré à l'égard de la France, du président de la République, des attentions vraiment toutes particulières. Ce plan économique, visite excellente. En particulier, vous en avez pris connaissance parce que notre grande entreprise Alstom a signé à cette occasion le plus grand contrat qu'elle ait jamais signé, ce qui va créer des emplois à la fois en Afrique du Sud et en France, avec notamment une dimension de formation professionnelle à laquelle, à juste titre, les Sud-Africains sont très attachés. Sur le plan culturel, les choses vont bien. Il y a les saisons croisées qui marchent extrêmement bien et beaucoup de sénateurs y sont associés. Et puis, nous avons parlé de l'ensemble de l'Afrique. Et le président Zuma a insisté sur un point que nous partageons totalement. Bien sûr, il y a des affinités francophones, anglophones, lusophones. Mais l'Afrique est une unité dans sa diversité. Et la France, à sa place, a reconnu le président Zuma dans la diversité de l'Afrique. C'est ainsi que l'Afrique du Sud a apporté son soutien à notre action au Mali. Nous avons parlé de la Centrafrique et le président Zuma a accepté officiellement l'invitation du président de la République au sommet de l'Élysée au début du mois de décembre, occasion où nous parlerons avec les Africains de la façon d'assurer leur sécurité. Et je dois dire que cette visite a été extrêmement positive et en même temps émouvante, comme toujours, dans un pays qui s'est libéré de l'apartheid. Hommage a été rendu à Nelson Mandela. On peut dire que l'Afrique du Sud et la France sont des amis. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Calliope Angoela pour le groupe écologiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse également à Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et porte sur le drame du naufrage de Lampedusa, survenu le 3 octobre dernier. Plus largement, puisque l'on ne découvre malheureusement pas ces tragédies, elles concernent la nécessaire prise de conscience qu'il nous appartient d'avoir après qu'environ 400 personnes ont à nouveau trouvé la mort en mer Méditerranée, augmentant ainsi le déplorable et affligeant bilan de près de 25 000 décès depuis 20 ans dans des conditions similaires. Dans une tribune intitulée « Lampedusa, l'Europe assassine », les responsables des plus grandes organisations de défense des droits humains concluent « Non, le drame de Lampedusa n'est pas le fruit de la fatalité. Il n'est dû ni aux passeurs voraces, ni aux pêcheurs indifférents. Les morts de Lampedusa, comme ceux d'hier et de demain, sont des victimes d'une Europe enfermée jusqu'à l'aveuglement dans une logique sécuritaire qui a renoncé aux valeurs qu'elle prétend défendre. En effet, comme on a su l'affirmer récemment les écologistes au Parlement européen, il est désormais nécessaire d'activer la directive sur la protection temporaire, de secourir les migrants en mer, de développer les programmes de réinstallation et de délivrer des visas humanitaires. Il me semble en effet qu'organiser la mobilité et développer les canaux légaux de circulation sont les seuls moyens de protéger les migrants. Notre groupe a d'ailleurs su le rappeler hier au Sénat à l'occasion du débat préalable au prochain Conseil européen. Par ailleurs, le moment n'est-il pas venu de relancer le processus de Barcelone, partenariat Euromed, et de lui donner un nouveau souffle, invitant à une vision commune au niveau européen dans la résolution des conflits régionaux de la rive sud? Cette solution passe évidemment par la reprise des négociations israélo-palestiniennes. N'est-ce pas le sens du rapport du 28 avril 2010 de M. Peillon? En outre, au lieu de tenter péniblement de cautériser les plaies et de contenir l'hémorragie avec des garrots nommés Frontex et Eurosur, attelons-nous à en soigner la cause via un processus de prévention passant par le développement et la solidarité internationale et en poursuivant notre action au sein du partenariat de Deauville pour soutenir les pays arabes en transition et l'Afrique subsaharienne. Ce sont les mots et le sens de la décision numéro 2 du CICID du 31 juillet 2013 qu'il nous appartient désormais de réaliser. Ma question, Monsieur le Ministre, est donc la suivante. Le Président de la République s'est engagé la semaine dernière à proposer une politique à nos partenaires qui s'articulerait autour d'un triptyque prévention, solidarité et protection. Dès lors, quelles mesures concrètes notre gouvernement va-t-il mettre en œuvre afin de tenir cet engagement? Je vous remercie. Merci, Madame Calliope Angoela. Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Madame la sénatrice, je pense que sur tous les bancs, il y a la même indignation que vous avez exprimée.
devant ces morts qui font que la Méditerranée est devenue une espèce de cimetière à ciel ouvert avec des scènes absolument épouvantables. Simplement, l'indignation, elle est nécessaire, mais il faut passer à l'action. Et c'est ce à quoi vous invitez non seulement le gouvernement français, mais l'ensemble de l'Europe. Autour de 2 ou 3 éléments principaux que vous avez rappelés, il y a toute la partie développement et toute la partie protection. Les migrants qui viennent en Europe n'y viennent pas par plaisir. Il faut déjà avoir ça à l'esprit. Ils y viennent poussés par la faim, par la misère, par parfois des régimes abjects. On pense à l'Érythrée. Il faut comprendre que, quelles que soient les mesures que l'on peut prendre par ailleurs, une maman qui sait que si elle reste là où elle vit avec ses enfants n'ont aucun avenir, voudra toujours s'en aller. Et donc, la notion de développement que certains pays ont pratiqué avec efficacité, je pense aux accords qui ont été passés entre l'Espagne et le Maroc, et à d'autres encore, et en ce qui nous concerne, à certaines actions qui ont été menées par le passé ou par ce gouvernement, le développement est quelque chose d'absolument fondamental, et je pense que personne dans cette enceinte ne le conteste. Mais en même temps, il faut des actions de protection. Et je suis moins sévère que vous sur un certain nombre de sigles que vous avez cités, même s'ils sont insuffisamment dotés. Nous avons besoin que Frontex puisse exercer son action pleinement, ce qui n'est pas le cas à cause de restrictions budgétaires contre lesquelles d'ailleurs vous êtes élevé à juste titre. Nous avons besoin que Eurosur fasse son travail. Nous avons besoin d'agir beaucoup plus efficacement contre les filières de passage, parce que s'il y a des migrants, c'est aussi parce que les choses sont organisées, avec des tarifs effrayants, et les gens sont vraiment, on rançonne la misère humaine. Le président de la République, en liaison avec le président du Conseil italien, proposait de mettre à l'ordre du jour du prochain sommet européen qui a lieu à la fin du mois d'octobre ce sujet. Nous travaillons en liaison avec nos collègues, bien sûr, notamment nos collègues de l'Europe du Sud, là-dessus. Un certain nombre de mesures ont déjà été esquissées. Elles seront précisées au cours de cette réunion du 26 et du 27 octobre. Mais croyez que nous irons vraiment dans ce sens-là, en considérant, comme vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, que l'indignation est absolument nécessaire, mais qu'elle ne remplace pas ce qui nous appartient à tous, c'est-à-dire l'action politique, pour qu'enfin ce scandale puisse cesser. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, avant de poser ma question, je tiens à m'associer à l'émotion des jeunes qui manifestent cet après-midi pour l'arrêt des expulsions du territoire. Ne serait-ce qu'au nom des valeurs de gauche, il faut entendre leur colère et pour le moins faire revenir au plus vite dans notre pays Leonarda, sa famille et le jeune Kachik. J'en viens maintenant à ma question. 900 emplois supprimés à l'abattoir GAD dans le Finistère, 700 d'ici fin 2015 à Natixis, 1000 menacés chez Alcatel. Après PSA, Goodyear, Oliès, Sanofi et Florange, c'est l'économie de notre pays, de régions comme la Bretagne qui est visée en plein cœur. Nous sommes bien loin de la nouvelle France industrielle que vous prônez. Monsieur le ministre, il n'y a pas de fatalité à une telle situation, mais le choix de l'austérité a été fait. Cette austérité a un nom sur le plan des finances publiques. Réduction des services publics et des prestations sociales qui entraînent la baisse du pouvoir d'achat. Cette austérité a un autre nom dans l'entreprise privée. Réduction du coût du travail. En clair, préserver ou accroître les profits en licenciant et en bafouant le droit du travail. Cette politique, monsieur le ministre, n'est pas conforme aux engagements de la campagne présidentielle. Cette politique est un non-sens pour l'intérêt général. Cette politique ne peut plus durer, elle a assez duré. La gauche, si elle veut rester la gauche, ne peut valider plus longtemps des choix qui doivent avouer leur nom, celui des choix libéraux soumis à l'ordre libéral européen. Monsieur le ministre, il faut aujourd'hui avoir le courage de faire un constat lucide. C'est la colère, le désarroi, le fatalisme qui monte dans le pays. Un vent mauvais se lève qui apporte populisme ou xénophobie. Ce sentiment monte car les conditions de vie de notre peuple s'aggravent de mois en mois. Nous vous l'avons dit l'année dernière, avec le traité budgétaire,
en cassant le droit du travail avec l'ANI ou en multipliant les cadeaux inefficaces aux entreprises, comme le crédit d'impôt compétitivité, vous faites fausse route. Le courage, monsieur le ministre, c'est de faire la politique pour laquelle vous avez été élu, mettre un coup d'arrêt aux licenciements en interdisant par exemple les licenciements boursiers et non en accompagnant les suppressions d'emplois, diriger de manière réelle et efficace l'argent de notre pays qui compte le plus de millionnaires en Europe vers l'emploi. Monsieur le ministre, ce n'est pas le coût du travail, mais le coût du capital qui ruine la France. Êtes-vous prêt à accepter la solution du partage des richesses et celle de la réduction des inégalités? Merci, Madame Éliane Assassi. La réponse, Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, nous menons devant des difficultés de notre appareil productif qui subit, c'est vrai, des pertes de compétitivité, c'est-à-dire que les coûts de production étant trop élevés, d'ailleurs de quelque nature que ce soit, le prix de l'énergie, le prix du travail, le prix du capital, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un problème. Nous faisons face à des difficultés. Quelle est la stratégie du gouvernement? D'abord, l'endiguement. Partout sur le territoire de France, nous essayons de conserver d'abord nos outils industriels, nos savoir-faire technologiques et nos savoir-faire humains aussi, le plus possible. Alors évidemment, il y a des échecs, il y a aussi des succès. Je voudrais vous en parler. Hier, nous avons sauvé en Alsace une entreprise Clestra, c'est une entreprise importante puisque c'est une entreprise qui était en cessation des paiements et qui menaçait 400 salariés. C'est une entreprise de cloisons amovibles. Cette entreprise a été reprise, la totalité des salariés ont été sauvés. Donc voilà un dossier où la mobilisation de l'ensemble des forces fait que nous pouvons sauver cet outil industriel. Avant-hier, Volvo Trucks, et ce n'est pas un petit dossier, Volvo Trucks, c'est la construction de camions sur le territoire national, a annoncé que dans sa restructuration européenne, il avait décidé de maintenir l'usine de Blainville qui était menacée en Normandie, et il l'a décidé. Nous avons remercié d'ailleurs Volvo Trucks car ils ont fait le choix de la France, malheureusement, au détriment d'autres territoires européens. 400 salariés ont été préservés. Madame la sénatrice, nous nous battons partout, avec vous d'ailleurs, chacun des élus, et je vous en remercie, les commissaires au redressement productif sur le terrain, il arrive que nous ne puissions pas faire face. Alors vous évoquez les coûts de production, la compétitivité, oui, nous avons décidé d'affronter cette réalité. Oui, nous sommes attaqués par une compétition déloyale, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, qui donne lieu d'ailleurs à des batailles politiques au sein de l'Union européenne par le gouvernement français. Mais nous ne nous contentons pas de dire que les autres sont déloyaux, nous prenons aussi notre part de responsabilité. Nous avons décidé le crédit d'impôt compétitivité emploi. Il démarre le 1er janvier 2014, donc ne dites pas qu'il ne marche pas, nous allons l'évaluer ensemble. Je crois qu'il y a déjà eu un certain nombre de débats utiles sur ce sujet. C'est 6% de la masse salariale en coût de production en moins pour les entreprises et cela concerne toute l'économie. C'est un effort historique sans précédent pour aider l'entreprise, les entreprises à retrouver de l'oxygène, réinvestir, se sortir d'un mauvais passe. Nous faisons aussi le choix dans le débat de la transition énergétique de modérer le prix de l'énergie pour l'industrie. Enfin, vous parlez du coût du capital, eh bien, la Banque publique d'investissement a été spécialement créée pour modérer l'accès au crédit, à la participation dans le capital des entreprises. Sur les 3 points, nous nous battons. Nous sollicitons donc votre soutien. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Françoise Laborde pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La laïcité est chère aux membres du groupe RDSE et à la famille politique des radicaux à laquelle j'appartiens. Pour nous, elle n'est certainement pas liberticide, au contraire, elle est émancipatrice. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, la bataille judiciaire, j'ai envie de dire le feuilleton judiciaire, autour de la crèche Babilou de Chanteloup-les-Vignes et du licenciement de l'une de ses employées en raison du non-respect du règlement intérieur, a connu un nouvel épisode puisque la Cour d'appel de Paris a renvoyé ce matin son jugement définitif au 27 novembre.
Sans entrer dans des polémiques, nous ne pouvons oublier cette crèche, l'excellence reconnue de son travail et son combat militant en faveur du principe républicain de la laïcité. Cette affaire, dite de la crèche Babylou, nous interroge, nous, parlementaires, élus et membres du gouvernement. Dans notre République, il serait possible de créer une crèche confessionnelle, comme il en existe déjà, mais pas une crèche clairement laïque. Au-delà de ce cas bien particulier, la question qui se pose est une question politique d'intérêt général. Faut-il, oui ou non, étendre la neutralité religieuse aux crèches collectives privées, de type associatif, familial ou encore entrepreneurial, qui s'occupent des enfants de moins de 3 ans? Le président de la République a répondu à cette question par l'affirmative le 28 mars devant les Français lors d'une interview télévisée. Alors qu'à l'école, les enfants sont protégés de toute forme de prosélytisme, ils ne pourraient pas l'être dans des crèches collectives privées qui touchent des subventions publiques. Comme vous le savez, sur cette question précise de l'accueil collectif des petits-enfants, les membres de mon groupe et moi-même préférons l'option législative. C'est la loi de la République et aux parlementaires de trancher cette question. Ce texte que nous avions déposé et qui a été voté le 17 janvier au Sénat apporte une réponse et constitue une base de travail que la navette parlementaire pourrait permettre d'améliorer. Très récemment, l'Observatoire de la laïcité, dont je suis membre, a préconisé, lui, le recours à une circulaire interministérielle plutôt qu'à la loi. Cette circulaire devrait, je cite, donner des outils permettant aux crèches d'édicter des règlements intérieurs limitant l'expression religieuse de leurs salariés. Personnellement et avec les membres de mon groupe, nous ne partageons pas cette position et comme d'autres membres de l'Observatoire, je n'ai pas approuvé cet avis car l'absence de cadre législatif permettrait une interprétation trop large. Alors, Monsieur le Ministre, quelles sont les intentions du gouvernement? Allez-vous renoncer à légiférer sur cette question ou bien, comme l'avait annoncé le Président de la République, le gouvernement va-t-il prochainement proposer l'adoption par le Parlement d'une loi pour permettre un terme définitif à cet imbroglio judiciaire et surtout permettre l'application pleine et entière du principe de la laïcité? Merci Madame Françoise Laborde. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. En installant l'Observatoire de la laïcité, le 8 avril, le Président de la République lui avait demandé d'éclairer le gouvernement sur l'encadrement du fait religieux dans les structures qui assurent une mission d'accueil des enfants type Babylou, que vous avez cité dans votre question. Cette approche objective et transpartisane était indispensable. La laïcité est en effet l'un des fondements de notre pacte républicain, j'ai envie de dire le fondement de notre pacte républicain. Elle est profondément ancrée dans l'histoire de notre pays, mais elle est trop souvent, chacun peut l'observer, instrumentalisée dans le débat politique. Il paraissait essentiel d'instaurer les conditions d'un dialogue apaisé et constructif sur ces questions lourdes et complexes. Le gouvernement se réjouit donc du travail considérable accompli par l'Observatoire depuis le mois d'avril dernier et tient à remercier son président João Blanco ainsi que l'ensemble des membres qui ont participé à ce débat. Que nous dit cet avis? Au terme d'une analyse juridique, l'Observatoire précise que le droit actuel permet de répondre aux interrogations posées. D'abord, en ce qui concerne le service public, puisque la question distinguait les deux situations. L'Observatoire rappelle que l'obligation de neutralité s'impose à tous les agents. Afin que ces règles soient respectées et mieux comprises, l'Observatoire recommande que les administrations publiques élaborent des chartes de la laïcité sur le modèle de la charte de la laïcité adoptée en septembre dernier pour l'école. Pour ce qui concerne ensuite le secteur privé et le monde du travail plus généralement, l'Observatoire suggère effectivement qu'une circulaire gouvernementale rappelle le cadre dans lequel un employeur peut restreindre l'expression religieuse et le port de certaines tenues vestimentaires. Ces restrictions pourraient faire l'objet de guides labellisés par l'Observatoire lui-même. Il faut rappeler, précision que vous n'avez pas donnée, que dans les situations de type Babylou,
L'Observatoire précise que quand la crèche ne souhaite pas modifier son règlement intérieur, il recommande d'encourager un recours plus large à la délégation de service public. Conformément à la volonté initiale et confortée par cet avis de l'Observatoire, le Gouvernement va poursuivre sa réflexion dans un esprit d'apaisement, de responsabilité et avec le souci constant du respect des valeurs de la République. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean Bizet pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je rappelle que les négociations communautaires sur la politique agricole commune sont maintenant terminées et contrairement à ce que le Président de la République et vous-même, Monsieur le ministre, aviez toujours soutenu, les crédits sont fortement en baisse de 49 milliards dans le cadre du cadre financier pluriannuel et baisse de 1 milliard par an pour la France. Il s'agit maintenant de décider des règles de répartition nationale, en particulier les 7,5 milliards d'aides directes. Il s'agit donc maintenant de ne pas fragiliser notre agriculture. Il s'agit maintenant de rappeler que l'agriculture est d'abord un acte de production et que la compétitivité de l'agriculture est un objectif en soi. Or, en choisissant de surdoter les 52 premiers hectares des exploitations, vous faites exactement l'inverse et vous déséquilibrez l'ensemble de l'agriculture française face précisément à nos principaux partenaires, notamment l'Allemagne. Il ne s'agit pas, loin de moi, d'opposer les uns aux autres les types d'exploitation, les filières ou les producteurs. Il s'agit simplement de dire que la baisse des concours publics à l'agriculture, c'est un fait, nous oblige à repenser notre modèle et nos outils d'intervention afin de garantir la pérennité de notre agriculture et de notre secteur agroalimentaire en termes d'efficacité et de compétitivité. Monsieur le ministre, nous craignons que vos choix finissent par faire perdre sa vocation économique au premier pilier de la PAC. La prime aux 52 premiers hectares en est l'illustration parfaite. Unique en Europe, puisque c'est une décision franco-française, elle ne répond pas aux attentes des producteurs de lait, notamment de l'Ouest. Elle ne résoudra pas davantage les difficultés de l'élevage. Elle générera enfin pour les céréaliers, notamment, des distorsions de concurrence évaluées à plus de 100 € par hectare. Monsieur le ministre, quelle est donc votre conception de l'agriculture française et quand allez-vous sortir de la logique de subvention pour entrer dans celle de la production et de la compétitivité économique d'un secteur clé de l'économie française? Merci, Monsieur Jean Bizet. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, d'abord je note une contradiction. Vous nous avez parlé d'aide et ensuite vous nous parlez de subventions. Il faudrait savoir si l'agriculture n'a pas besoin d'aide et de subventions, c'est un sujet qu'on peut discuter. Le deuxième point, et contrairement à ce que vous avez dit, et là, je vais vous apporter des précisions. La première chose, c'est que sur les paiements redistributifs, c'est-à-dire la surmajoration des premiers hectares, contrairement à ce que vous venez de dire, d'autres pays européens vont le faire, et vous avez parlé de l'Allemagne, pas de chance, l'Allemagne va mettre en place des paiements redistributifs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous parlez de compétitivité. Et quelle est la vision que j'ai de l'agriculture dans les années qui viennent? Eh bien là, on a un vrai débat entre nous. Vous venez d'un département, la Manche, où il y a des producteurs de lait, organisés souvent en GAEC. Si je prends les exemples donnés par ces GAEC, autour de 700-800 000 litres de quotas aujourd'hui, avec 3 associés, si je ne surdote pas les premiers hectares en rapport au nombre d'agriculteurs, chefs d'exploitation qui sont sur ces GAEC, le risque de demain, Monsieur le Sénateur, c'est de voir l'agriculture se faire sans agriculteurs. Mon projet à moi, c'est de faire l'agriculture avec des agriculteurs, des éleveurs et des paysans. C'est peut-être ça qui nous différencie. Et quant à la question de la compétitivité, alors là, réfléchissez 2 fois avant de le dire comme ça. Parce que la compétitivité de l'agriculture, elle dépend de la compétitivité des hommes et des femmes qui sont dans l'agriculture. Et moi, je suis allé en Afrique du Sud, j'étais avec Laurent Fabius, et j'ai discuté avec le directeur général de Danone Sud-Afrique, c'est-à-dire pas simplement de l'Afrique du Sud.
Et j'ai fait le constat suivant avec lui. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. C'était très intéressant. Ils sont 45% du marché du lait en Afrique du Sud aujourd'hui. Et je lui dis, mais comment vous vous approvisionnez? Il me dit, nous, c'est des fermes de 5 à 10 000 vaches. 5 à 10 000 vaches. Et j'ai dit, le prix, il est de 42 centimes. C'est-à-dire supérieur, avec ces organisations de production, à celui que nous avons ici en Europe. Donc sur la question de la compétitivité, l'organisation de la production laitière, la productivité du travail lié aux agriculteurs est un élément, monsieur le sénateur, de la compétitivité. Et quand on surprime les premiers hectares, je l'ai dit tout à l'heure, la vision qu'on a, c'est d'assurer à notre agriculture sa capacité compétitive, en même temps de lui assurer sa diversité et surtout ses agriculteurs, ses paysans et ses éleveurs. Donc moi, je n'oppose pas, contrairement à ce que vous faites, au travers de cette surdotation, la question qui est liée à l'organisation de l'agriculture et à sa compétitivité. Les deux sont parfaitement liés. C'est ça le projet que je défends. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Patricia Schillinger pour le groupe socialiste. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre du redressement productif sur la situation de l'emploi industriel en France. Comme vous le savez, monsieur le ministre, notre pays connaît malheureusement depuis des années une désindustrialisation qui a impacté lourdement les grands équilibres sociaux et économiques. Depuis plus de 10 ans, la compétitivité de l'industrie n'a cessé de régresser. Au cours des 10 dernières années, notre pays aura perdu 740 000 emplois dans le secteur de l'industrie. 1 300 petites entreprises qui faisaient le tissu industriel ont disparu depuis 2009. Les délocalisations de compétitivité ont contribué à ce recul qui participe au déficit de l'État. L'habillement et l'automobile sont très concernés par les délocalisations. L'entreprise Virtuose de mon département, dont la liquidation judiciaire a été prononcée en avril dernier, est un bon exemple de ce phénomène. Il illustre très bien le drame de l'industrie française. Malgré un projet de reprise ambitieux et en dépit de la crédibilité du repreneur, la justice commerciale a ordonné la vente aux enchères des machines. Celle-ci a pu reporter grâce à la mobilisation des salariés et des élus. Comment accepter que notre outil industriel soit transféré dans des pays où le développement durable ou encore le droit social n'est pas ou très peu présent? Ce phénomène amoindrit nos savoir-faire et notre capacité d'initiative. L'exemple de Virtuose pose le problème de la rémunération des mandataires liquidateurs qui œuvrent à l'encontre de l'emploi, du dynamisme des territoires et condamnent progressivement la filière textile. Le sort de l'entreprise Virtuose est en elle celui de l'industrie textile en France. Et d'autant moins acceptable que l'on observe un regain d'intérêt pour le Made in France, que vous défendez d'ailleurs. Un regain d'intérêt d'autant plus justifié que l'on observe, face à la nocivité constatée de certains produits low cost, une volonté de nombreuses marques de retourner vers les productions plus soucieuses de la santé de consommateurs, vers le Made in France, par exemple. Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Face à cette désindustrialisation persistante, quelles sont les mesures d'urgence que le gouvernement entend prendre pour soutenir l'activité industrielle? Merci, madame Patricia Schillinger. La réponse, monsieur le ministre du redressement productif. Mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, vous avez cité l'exemple d'une entreprise textile, une des dernières d'ailleurs fabriquant des chemises pour la mode masculine dans notre pays, qui est suivie par le commissaire au redressement productif de l'Alsace, M. Muller, et où nous avons connu, c'est vrai, une certaine particularité, que pour une fois que nous avons un repreneur dans une entreprise qui est en faillite, le tribunal, plutôt que de donner sa chance au repreneur, décide de liquider, de vendre aux enchères et de disperser les actifs après avoir sollicité l'assurance garantie des salaires pour payer ce qu'on doit aux salariés licenciés. Cette curiosité m'a amené à réagir auprès du procureur général en lui demandant de pas seulement faire du droit, mais aussi de se préoccuper d'économie. Celui-ci a défendu sa position. Bref, nous avons mené un débat d'institution indépendante à institution souveraine qu'est le gouvernement. Et je dois vous dire que ça a provoqué sur le terrain une certaine mobilisation que vous avez signalée, qui montre qu'en effet, la justice commerciale demande à être réformée. Les honoraires des mandataires liquidateurs
font l'objet d'une étude de réforme par la chancellerie, Madame Christiane Taubira. Quant à la présence des commissaires au redressement productif dans la procédure des faillites et des procédures collectives, nous sommes maintenant présents. Cela ne veut pas dire que nous sommes entendus. Dans ce cadre-là, notre commissaire au redressement productif a imploré le parquet et le tribunal de bien vouloir donner sa chance aux repreneurs. Mais je voudrais élargir le propos parce que, d'une certaine manière, vous avez posé la question de que peut-on faire de manière générale. Vous l'avez mesuré déjà, garder le plus possible de ce qu'on a, rapatrier ce qu'on a perdu et créer ce qu'on n'a pas. Rapatrier ce qu'on a perdu, c'est le mouvement et le travail sur les relocalisations. Je voudrais vous dire qu'il y a un mouvement minoritaire, certes, mais prometteur, d'un grand nombre d'entreprises, petites, grandes ou moyennes, qui refont leurs calculs après ce mouvement de délocalisation et commencent à imaginer qu'on peut produire en France. D'ailleurs, la qualité est au rendez-vous, la satisfaction du consommateur, et vous avez raison de signaler qu'il y a une mobilisation du côté des consommateurs et même dans leur tête pour réclamer maintenant le Made in France. Il y a donc finalement une sorte d'alliance qui est en train de se constituer entre producteurs et consommateurs pour reconstruire avec nous tous l'industrie française. Mais surtout, le point le plus important, c'est créer ce qu'on n'a pas. Avec le président de la République, nous avons imaginé 34 plans industriels, venus d'ailleurs des projets des filières industrielles. Et dans le textile, nous avons un plan sur les textiles innovants, techniques et intelligents, qui amènera la filière textile elle-même à se rénover, innover, avec l'aide de l'investissement privé, la Banque publique d'investissement, le grand emprunt. Bref, c'est une mobilisation nationale de l'ensemble des forces productives autour de la nouvelle industrie, la nouvelle France industrielle. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Yves Daudigny pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, ma question s'adresse à Madame Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la ministre, je souhaite que ma question et surtout votre réponse contribuent à la visibilité des nouvelles politiques sociales menées en France depuis 2012, particulièrement dans un contexte européen et international qui en a fait la véritable variable d'ajustement des budgets de crise et précarise encore plus les populations. À l'inverse de ce mouvement qui assimile souvent la protection sociale à l'assistanat, ignore la solidarité, tente à mépriser celles et ceux qui y ont recours, ce gouvernement s'attache à pérenniser la couverture des régimes de base sans plus recourir au déremboursement en néo-franchise, à garantir un financement pérenne et juste des retraites qui ne confond pas invalidité et pénibilité, mais aussi à construire plus largement l'avenir en élaborant une stratégie nationale de santé que déclinera le prochain projet de loi de santé publique. Dans la même perspective de long terme, le gouvernement s'engage pour l'adaptation de la société au vieillissement dans un projet qui prenne en compte toutes les dimensions de la révolution de l'âge. Les attentes sont extrêmement fortes. Je pense particulièrement aux aidants, familles ou amis des personnes en perte d'autonomie. Je pense au poids des restes à charge en établissement. Vous avez, Madame la Ministre, déjà beaucoup œuvré pour une reconsidération des personnes âgées dans notre société, pour ne citer que le lancement de filières de Silver Economy, source incontestée de croissance et d'emploi, le projet Mona Lisa pour lutter contre l'isolement social. Comment projetez-vous, c'est ma question, Madame la Ministre, la prise en compte de ces multiples problèmes dans les textes à venir? Je sais d'expérience que dès que l'on s'occupe concrètement de mise en œuvre sur le terrain, les effets d'annonce et les simplismes ne valent plus et que les élus locaux dont je suis se retrouvent souvent en accord à ce niveau, particulièrement dans le domaine médico-social. Plusieurs d'entre vous de l'opposition, mes chers collègues, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger de manière constructive, ne me contrediront pas. Nous sommes donc une large majorité, Madame la Ministre, à vous écouter avec intérêt. Je vous remercie. Merci, Monsieur Yves Daudigny. La parole est à Madame Michèle Delaunay, ministre chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Vous avez raison, Monsieur le sénateur Daudigny. L'annonce par le Premier ministre il y a quelques jours du projet de loi autonomie marque une véritable ambition sociale et elle est une bonne nouvelle pour 100% des familles françaises. Ainsi, moins de 18 mois
après que nous sommes arrivés aux affaires, la loi si longtemps attendue, si souvent promise, a aujourd'hui un agenda, une structure et une ambition nettement posée. Un agenda d'abord parce que cette loi, la concertation va ouvrir, la concertation officielle en particulier avec les départements, va ouvrir dès le mois de novembre. La loi passera dans le cours de l'année 2014 en face du Parlement et son application viendra à effet au 1er janvier 2015. Sa structure, elle couvrira, vous l'avez dit, tout le champ de l'avancée en âge, avec un premier volet prévention, qui est le moteur de la loi, car il ne suffit pas de pallier les effets de l'allongement de la vie et du vieillissement. Deuxième volet très important, celui de l'adaptation de notre société aux défis de la longévité, avec l'adaptation des logements, des mesures concernant l'accès aux aides techniques et en particulier à la domotique, qui sera au passage un levier fort pour cette silver economy que vous avez saluée, et des mesures d'urbanisme et des mesures concernant les déplacements. Donc l'ensemble du champ du domicile, car vous le savez, s'il y a un point sur lequel 100% des Français sont d'accord, peut-être n'y en a-t-il d'ailleurs qu'un, c'est bien le fait de vouloir vieillir autonome et à domicile. Et le troisième volet, accompagnement de la perte d'autonomie, sera d'abord centré sur le domicile avec une amélioration, une refondation de l'APA à domicile, une amélioration des aides, de telle manière que les âgés puissent demeurer à leur domicile. Mais les âgés ont bien souvent besoin de leurs aidants proches et de leurs aidants familiaux, et ceux-ci aussi seront concernés par ce projet de loi, avec en particulier un droit au répit pour qu'ils ne soient pas épuisés. Le président de la République l'avait annoncé, cette loi prendra effet en 2 temps et le volet important de l'accueil des âgés en établissement viendra à l'occasion d'un 2e temps législatif après et à l'occasion de la refondation du financement de la protection sociale. Donc, nous serons au rendez-vous pour relever le défi démographique et faire que les 30 années de vie au sortir de la vie professionnelle que le XXe siècle nous a donnée soient une vie à accomplir et non pas simplement une vie à occuper, voire à supporter. Merci. La parole est à Monsieur Jacques Legendre pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, au printemps 2013, le régime du général Bozizé, président de la République centrafricaine, s'est effondré sous les coups d'une rébellion dite Séléka. Bangui, la capitale, a été pillée, ainsi que les principales villes de province. Les morts, les viols ont été nombreux. La communauté internationale n'a guère réagi à cette situation, se limitant à offrir son soutien à un Premier ministre sans réelle autorité sur les forces de la Séléka. Quant à la France, qui maintient des soldats à l'aéroport de Bangui, elle n'a pas voulu s'impliquer a priori dans ce conflit interne, et on peut le comprendre, et elle s'est limitée à assurer la sécurité de ses ressortissants. Mais peut-on se contenter de cette situation attentiste? Je ne le crois pas. L'État centrafricain a implosé. Il ne contrôle plus son territoire, vers lequel convergent des pillards venus du Tchad, du Soudan, en particulier du Darfour. Des heurts de caractère religieux se produisent dans un pays jusqu'ici tolérant. La disette menace, car les paysans n'osent plus ensemencer leurs champs dans la brousse, où la sécurité n'est pas assurée. Ne nous y trompons pas. Si la communauté internationale continue à se désintéresser de ce drame, un territoire de 600 000 km², peuplé de 4,5 millions d'habitants, frontalier de pays fragiles, la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan,
peut devenir à son tour le sanctuaire de tous les trafics et de tous les fanatismes. Je connais bien la RCA où j'ai enseigné jadis en tant que coopérant. Le peuple centrafricain a toujours attendu beaucoup de la France, et peut-être trop d'ailleurs, mais il est francophile et nous avons un devoir d'aide à son égard. Je rappellerai que ce pays a été un des premiers à rallier la France libre, jadis. Cette fois, il nous demande de l'aider à rétablir son État, à retrouver la paix, à choisir librement par des élections loyales ses dirigeants et son destin. Bien évidemment, cette mission ne peut pas être celle de la France seule. Il faut un mandat de l'ONU, il faut agir avec l'Union africaine, mais il y a une urgence. Monsieur le ministre, quel concours la France entend-elle apporter au retour de la paix en République centrafricaine? Merci, Monsieur Legendre. La parole est à Monsieur Laurent Fabius. Cher Monsieur Legendre, il ne vous a pas échappé qu'à l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République française, dans le court propos qu'il a tenu devant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, a centré l'essentiel de son discours sur la République centrafricaine. Il ne nous a pas non plus échappé que dimanche dernier, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement français, en l'occurrence moi-même, accompagné de la commissaire européenne chargée des questions humanitaires, s'est rendu en République centrafricaine, à Bangui, pour aborder les sujets que vous avez abordés. La République centrafricaine, ses trois initiales sont RCA. Le problème, c'est que le A, aujourd'hui, ça veut dire abandon. L'abandon, c'est un pays de 4 800 000 habitants, dont 10% de la population aujourd'hui est déplacée, une mortalité infantile de plus de 10%, une capitale, Bangui, où la sécurité est plus ou moins assurée parce qu'il y a des troupes françaises, mais le reste du pays ravagé par des bandes armées. Personne ne s'intéressait à ce sujet. Et il se trouve que la France, parce que c'est sa mission, a décidé de lancer l'alarme sur ce territoire qui, comme son nom l'indique, est au centre de l'Afrique. Et une réflexion de bon sens est nécessaire. On ne peut pas prétendre porter attention à l'Afrique, continent d'avenir, si on ne porte pas attention et appui au centre de l'Afrique qui s'appelle la République centrafricaine. Le sujet, si on veut le schématiser, c'est au moins trois séries de préoccupations. D'abord, la sécurité. Dans les provinces, situation effrayante, vous l'avez décrite en quelques mots, et pour la première fois dans l'histoire de la Centrafrique, des conflits d'ordre religieux entre les chrétiens, qui sont majoritaires, et les musulmans. J'ai rencontré dimanche dernier les chefs des trois principales religions, à la fois catholiques, protestants et musulmanes. Eux sont totalement opposés à ces oppositions internes, mais ils les constatent, ils les condamnent, ils les déplorent. Et puis se greffe là-dessus la Séléka, qui a été dissoute par le chef d'État de la transition, comme on dit, chef d'État qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, M. Dotodia. Et la Séléka, dont les soldes ne sont pas payés, pas plus que celles des fonctionnaires depuis 4 mois, pour une part va revenir à la vie civile, pour une part doit être intégrée dans l'armée, vous voyez les problèmes que cela peut poser. Et donc, les 4 pays limitrophes, c'est-à-dire essentiellement le Tchad, le Congo, le Cameroun, le Gabon, ont envoyé des troupes. Aujourd'hui, elles sont 2100, elles vont monter à 3500, au sein d'une force qu'on appelle la MISCA. La France elle-même a sur place 410 hommes. Elle envisage d'augmenter son contingent si nécessaire. Et nous avons obtenu, Monsieur Legendre, vous n'avez pas eu le temps de le rappeler, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous, la France, à l'unanimité,
qui fait obligation au secrétaire général, dans les 30 jours, de présenter un rapport, il y aura une deuxième résolution qui donnera mandat à cette force d'intervenir davantage, ainsi qu'à la France, puis une troisième résolution au printemps, plus tard, pour envisager peut-être ce qu'on appelle une opération de maintien de la paix. Donc, sécurité numéro 1, les 4 pays agissant au nom de la communauté des États de l'Afrique centrale, en liaison avec l'Union africaine, plus la France. Humanitaire, la situation est celle que je vous ai décrite, elle est abominable. Et l'Europe, la France, la communauté internationale, une conférence des donateurs doit permettre d'avancer. Et puis, le problème politique. Des élections doivent avoir lieu au plus tard en février 2015, mais il n'y a plus d'état civil. Et avant 2015, il faudra qu'il y ait un référendum pour accepter la Constitution, et il faut donc une montée en régime démocratique. Alors que les 2 principaux responsables, M. Diotodia et son Premier ministre, n'ont pas le droit de se présenter à ces élections et m'ont confirmé devant les représentants des Nations Unies qu'ils ne le feraient pas. Bref, tout est à faire. Nous allons discuter avec le président d'Afrique du Sud, avec Mme Zuma, au nom de l'Union africaine, avec les 4 pays limitrophes que je tiens étroitement au courant. La France fera son devoir. Bref, ce qui est notre position, sans nous substituer aux Africains, d'attirer l'attention internationale sur ce conflit qui peut être gravissime, d'agir en mobilisant à la fois l'Europe, la communauté internationale, l'ensemble de l'Afrique, et d'apporter à nos amis africains le soutien qu'ils méritent. Bref, ce que j'ai dit aux Centrafricains, comme je vous le dis, Monsieur le Sénateur, la France ne laissera pas tomber la République centrafricaine. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h15. Voilà pour cette séance des questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour refaire ensemble la séance.